Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo de déballage de boîtes. Aujourd'hui, le pack Union et Désillusion, qui est le quatrième pack de la campagne Le Cercle Brisé. Alors, première carte Gardien Tir de Sommation. C'est un événement de niveau 0 qui coûte 2. Tactique Ruse. Dépensez une munition d'un soutien arme à feu que vous contrôlez en tant que coup supplémentaire pour jouer tir de sommation. Déplacez tous les ennemis non élites de votre lieu vers un lieu connexe. Cette action ne provoque pas d'attaque d'opportunité. Pour 2 ressources et une munition, vous déplacez tous les ennemis de votre lieu dans un autre lieu, sans subir d'attaque d'opportunité. Alors comme le disait Shep dans sa vidéo d'unboxing, comme il dit, c'est en quelque sorte la fuite pour les gardiens, sauf que, la fuite, dans le sens où on n'est plus engagé avec les ennemis, les non-élites en tout cas, on n'est plus engagé avec eux, on les déplace dans un lieu connexe. Donc on n'est plus gêné par les ennemis, on peut éventuellement enquêter dans le lieu, on peut jouer un soutien, par exemple, on utilise la dernière arme de son pistolet pour faire le tir de sommation, ensuite on pose une autre copie du pistolet ou une machette. Ça peut être la possibilité de jouer la dynamite. L'explosion de dynamite de niveau 0, si vous la jouez, vous prenez les attaques d'opportunité, celle de niveau 2 non. Dans tous les cas, si vous jouez dans votre lieu, vous prenez les dégâts. Là, vous faites un tir de sommation, vous décalez les ennemis, vous lancez la dynamite dans leur lieu. Voilà, alors ça nécessite une munition, les munitions on essaie de ne pas les gâcher. Donc c'est plutôt une carte pour gardien focalisé sur le tir. Pas un gardien qui a un pistolet parce que on sait jamais ça peut servir. Et cette carte-là présente un intérêt quand on joue la carte suivante du pack, à savoir le viseur télescopique. C'est un événement de niveau 3 qui coûte 3. Objet amélioration. Rapide, attachez cette carte à un soutien arme à feu que vous contrôlez et qui occupe 2 emplacements de main. Le soutien attaché ne peut pas être utilisé pour attaquer des ennemis engagés avec vous. Réaction, quand vous effectuez une action combattre en utilisant le soutien attaché, si vous n'êtes pas engagé avec des ennemis, inclinez le viseur télescopique, cette attaque peut cibler un ennemi non élite dans un lieu connexe. Ignorez les mots-clés distant et riposte pour cette attaque. Donc cette carte-là, c'est un peu la version permanente de l'habileté au tir. Ça ne va que sur une arme qui occupe 2 mains. On ne peut plus utiliser cette arme à 2 mains contre un ennemi avec lequel on est engagé, mais à côté de ça, une fois par round, on peut tirer dans un lieu connexe. Ennemi non élite. Alors, ça fait quand même beaucoup de limitations. Ça fait que l'arme sur laquelle on attache le viseur télescopique ne peut plus être l'arme principale. Parce que sinon, il y a un ennemi engagé avec vous, et vous ne pouvez plus utiliser cette arme-là. Donc, c'est à mettre sur une arme secondaire. Une arme secondaire qui utilise les 2 mains. Donc vous avez besoin d'une bandoulière. Comme ça vous avez par exemple machette plus Thompson 45. Et ça va devoir demander un style de jeu particulier parce que ce gardien là, quand il utilisera cette arme là, il faudra qu'il ne soit pas engagé. Donc ça fait penser, alors je mettrai le lien dans le descriptif. J'avais fait un article sur les gardiens pour le tir. Et j'avais fait 2 articles différents de mémoire, un sur... je sais plus si j'avais fait ça dans 1 ou 2 articles, il faut que je vérifie. Mais en tout cas, j'avais parlé déjà des gardiens qui ne faisaient que du tir, et j'avais également parlé de la possibilité pour les gardiens de combattre sans jamais être engagés. Voilà, ça, viseur télescopique, ça s'adresse à ce genre de gardien-là. Par contre, le gardien lambda qui va avoir 2 machettes, un couteau de survie, et 2 45 automatiques, ça il le met pas. Et même si à la place des 2 45 automatiques, il a 2 Thompson 45, je pense pas que ça lui convienne. Donc c'est une carte qui, pour moi, sera très intéressante, mais qui sera aussi très spécifique à des decks. Et donc je pense que ça combattera bien avec le tir de sommation, pour renvoyer les ennemis dans le lieu d'à côté et ensuite leur tirer dessus avec le viseur télescopique. Alors concrètement, les armes qui occupent les 2 mains, on a le bar M1918, fusil éclair, fusil de chasse, Springfield M1903, Thompson 45,
Thompson 45 de niveau 3, vieux fusil de chasse, sulfateuse, et les autres sont des armes spécifiques à des investigateurs. Alors, est-ce que c'est plus adapté à une arme qu'une autre? Je pense pas particulièrement. Ouais, je suis en train de réfléchir. Je pense pas particulièrement parce que ce que ça fait, ça vous permet de tirer à distance. Alors, pourquoi vous voulez tirer à distance? Déjà, vous ignorez le mot-clé distant. Donc ça vous évite d'entrer, d'engager, puis de faire l'attaque. Vous ignorez la riposte. Vous n'êtes pas dans le lieu, du coup l'ennemi vous attaque pas pendant la phase d'ennemi. Du coup, le viseur télescopique, a priori on l'attachera à une grosse arme à deux mains qui sera utilisée pour tuer un gros ennemi à problème. Par exemple, un ennemi puissant mais qui n'a pas chasseur. Il est généré dans un autre lieu, ou alors vous l'envoyez dans un autre lieu avec le tir de sommation. Vous restez dans un lieu connexe et une fois par tour, vous pouvez lui tirer dessus. Bon, par contre, si vous lui tirez dessus qu'une fois par tour, soit vous vous apprêtez à rester en place très longtemps. Or, si c'est l'ennemi final, en général, vous voulez l'achever vite fait. Et ça va, voilà, vous ne faites qu'une seule attaque. Donc, je suis pas complètement convaincu. Pour moi, oui, c'est vraiment dans un groupe de 3 ou 4 investigateurs, on a un combattant de corps à corps et on a un combattant à distance. Éventuellement d'ailleurs, je vérifie, le viseur télescopique, on a le droit à un seul, je crois. Non, c'est même pas précisé. Ah non, il n'y a pas de limite. Éventuellement, à moins que je rate quelque chose, on peut attacher 2 viseurs télescopiques à une même arme, pour faire 2 tirs à distance. Ou alors on peut aussi avoir 2 armes à 2 mains, avec une bandoulière de niveau 2, un viseur télescopique sur chaque, et 2 fois par tour vous faites un tir à distance. Mais bon, ça demande quand même beaucoup de combinaisons pour déplacer ce tireur à distance en fonction de l'arrivée des ennemis. Ça veut dire qu'éventuellement il faudra qu'il fasse des évasions, ou qu'il joue des tirs de sommation, ou alors que les autres investigateurs volontairement engagent les ennemis pour que ces ennemis se retrouvent dans un autre lieu que le tireur. Sachant que si vous tirez sur un ennemi engagé avec un autre investigateur et que vous loupez, vous blessez l'investigateur. Donc bon, pour le moment je trouve ça encore très dur à manier. Carte chercheur. La première carte, c'est le savoir, c'est le pouvoir. Un événement de niveau 0 qui coûte 0, perspicacité, rapide à jouer uniquement lors de votre tour. Choisissez un soutien livre ou sort que vous contrôlez ou révélez un soutien livre ou sort de votre main. Résolvez une capacité action ou action rapide sur ce soutien en ignorant tous ses coups, y compris son coup d'action, le cas échéant. Ensuite, si ce soutien était dans votre main, vous avez le droit de le défausser pour piocher une carte. Alors, les livres ou sorts qui sont des soutiens, il y en a un bon paquet, notamment en chercheur, il y en a un en truand, il y en a plein en mystique, et voilà. On a par exemple l'atlas ésotérique, l'encyclopédie, glyphe archaïque non traduit, glyphe archaïque traduit, manuscrits narcotiques, nourrir l'esprit, ouvrages médicaux, parchemin des secrets, niveau 0 et niveau 3, vieux grimoire, vision ésotérique. Alors concrètement, déjà c'est une action rapide, ça coûte rien, c'est une action rapide. Bon, vous pouvez jouer uniquement pendant votre tour. Vous choisissez un soutien que vous avez en jeu ou qui est dans votre main et vous effectuez sa capacité d'action rapide sans payer de coût. Donc sans que ça vous coûte une action, sans que ça vous coûte une charge. Et si ça vous coûte pas d'action, ça provoque pas d'attaque d'opportunité. Si c'est dans la main, vous pouvez le défausser pour piocher une carte. Bon, ça, ok, pourquoi pas. Mais moi je vois surtout que vous payez rien, vous gardez votre ressource, vous évitez l'attaque d'opportunité. Par exemple, vous jouez Daisy Walker, elle a une encyclopédie en main, elle est engagée avec des rats, elle joue le savoir c'est le pouvoir, elle utilise le pouvoir de l'encyclopédie pour se donner plus de force, ce qui la fait passer à 4 de mémoire, et maintenant elle peut attaquer le rat. Voilà, plein d'autres choses, un flétrissement sans utiliser de charge. Moi je trouve ça génial, et notamment dans un deck Daisy Walker. Voilà, pas grand chose de plus à dire. Atlas ésotérique, c'est un soutien de niveau 1 qui coûte 3, qui occupe un emplacement de main. Objet livre, utilisation 4 secrets. Action, dépenser un secret et incliner l'atlas ésotérique. Choisissez un lieu révélé éloigné d'exactement 2 connexions par rapport à votre lieu. Déplacez-vous vers ce lieu. Alors dans leur vidéo, Shape Horizon faisait la comparaison avec Éclaireur,
Éclaireur coûte autant de ressources, autant de points d'expérience, n'occupe pas d'emplacement, ne coûte pas d'action, n'a pas de limite, enfin n'a pas de munitions, de limite d'utilisation quoi, et je crois que je l'ai dit, n'occupe pas d'emplacement de main et ne coûte pas d'action. Éclaireur, voilà, vous l'inclinez, vous déplacez d'un lieu. Atlas ésotérique, c'est vous payez une action, vous l'inclinez, vous vous déplacez d'exactement 2 lieux et il faut que le lieu de destination soit révélé. Ça fait se déplacer vite, mais il faut que le lieu de destination soit révélé. Ça veut dire que dans toutes les situations où il y a un lieu à partir duquel on va explorer d'autres lieux, comme par exemple les cellules de l'asile ou les salles d'exposition dans le musée Miskatonic, en général on est dans le lieu, on va dire le carrefour, on va dans le lieu 1, la version 1. On regarde si c'est le bon ou pas, si c'est pas le bon, on va aller dans un deuxième qui a 2 connexions de distance mais qui n'est pas révélé. Donc ça marche pas. L'atlas ésotérique, ça semble être la solution pour les chercheurs quand il faut revenir en vitesse au point de départ. Les truands ont insaisissable et je fiche le camp pour abandonner vite fait. Et bien l'atlas ésotérique, voilà, vous finissez l'avant-dernier acte, vous êtes sur le dernier acte, ça vous dit un truc du genre, une fois que tous les investigateurs qui n'ont pas été vaincus ont abandonné, vous passez cet acte et donc vous avez fini la partie. À côté de ça, on vous indique qu'il y a une capacité d'abandon sur votre lieu de départ. Votre lieu de départ est à 4 connexions. En temps normal, ça vous fait 4 déplacements, enfin 4 actions. Avec l'atlas ésotérique, 2 actions sur 2 tours. Sinon, je pense pas qu'il y ait beaucoup de scénarios où ça serve. En général, on fait pas des allers-retours. Donc je suis pas trop convaincu. Alors évidemment, dans un deck Daisy Walker, ça coûte pas d'action. Enfin, vous pouvez choisir que ça coûte pas d'action. Et aussi, petite remarque, ça utilise des secrets. Il y a quelques cartes en chercheur ou en mystique pour rajouter des secrets. Carte truand. La première, c'est investissement. C'est un soutien de niveau 0 qui coûte 1. Relation. Utilisation 0 provision. Limite de 10 provisions sur investissement. Action rapide, incliner investissement, placer une provision dessus. Action incliner, défausser investissement. Déplacer toutes les provisions dessus vers votre réserve de ressources en tant que ressource. Le nom de la carte est assez clair. Vous investissez du temps. Mettons premier tour, vous le jouez pour une ressource. Vous l'inclinez, vous mettez un pion dessus. Deuxième tour, vous l'inclinez, vous mettez un pion dessus, etc. etc. Septième tour, vous l'inclinez, vous le défaussez, vous récupérez 6 ressources. Donc, une action pour le poser, une action pour le défausser. Il faudra quand même attendre plusieurs tours pour qu'on ait l'impression d'avoir mieux fait de jouer ça que de jouer une planque. Mais sinon, j'aime bien le principe dans un deck riche. Je sais pas, Jenny Barnes riche ou Preston Fairmont riche ou n'importe quel truand qui veut un deck basé sur les ressources avec l'argent et roi, avec relation influente, avec astuce. C'est une possibilité. Carte intéressante. Alors le truc, c'est que les decks friqués, moi j'ai l'impression qu'il y a déjà pas mal de cartes. Je sais pas si j'aurai la place pour celle-là ou si je la mets temporairement. Par exemple, en début de campagne, je mets ça et plus tard je remplace par flambeur, peut-être. À voir. Doublure. Un événement de niveau 0 qui coûte 2, qui a 2 icônes d'agilité. Faveur service. Échapper à. Échapper automatiquement un ennemi non élite dans votre lieu. Réaction quand vous jouez doublure, augmentez de son coût, changez un ennemi non élite en jusqu'à 2 ennemis non élites. Réaction quand vous jouez doublure, augmentez de son coût, changez dans votre lieu en dans un lieu éloigné de jusqu'à 2 connexions. C'est l'équivalent de rapport des services de renseignement pour l'évasion. Alors les truands, normalement ils s'évadent assez bien, enfin ils échappent assez bien. Là ça a l'avantage d'être automatique. En plus de ça, les 2 icônes d'agilité, vous pouvez attribuer cette carte-là pour réussir une autre évasion. Si vous avez les sous, vous pouvez échapper à 2 ennemis en même temps, toujours non élite. Et je pense que le point vraiment pratique, c'est la deuxième réaction. Vous pouvez échapper automatiquement à des ennemis qui sont dans un autre lieu jusqu'à 2 connexions de distance.
Donc ça sera peut-être plutôt la carte pour venir en soutien à un autre investigateur. Vous êtes dans un lieu. Dans un lieu à 2 connexions de distance, il y a l'enquêteur qui est engagé avec un ennemi qui va avoir du mal à lui échapper. Vous jouez doublure pour 4, et voilà, vous échappez à l'ennemi, il est incliné. L'enquêteur, il peut finir son enquête et sortir du lieu. Moi, je trouve que c'est une très bonne carte. Bon, par contre, ça peut devenir un peu cher. Carte mystique. Devermis Mysteris, c'est un soutien de niveau 2 qui coûte 2, qui occupe un emplacement de main, c'est un objet et un livre. Action, incliner Devermis Mysteris et placer une fatalité dessus. Jouez un événement, sort ou perspicacité de votre pile de défausse en réduisant de 1 son coût. Après la résolution de cet événement, retirez-le de la partie. Alors, des événements, sort ou perspicacité, j'en ai pas fait la liste, mais il y en a plein. Essentiellement chercheur et mystique, il y en a des très bons. Il y a de la pioche de cartes, il y a de la découverte automatique d'indices, il y a de l'évasion, il y a un peu de tout. Vous le jouez pour une ressource de moins, c'est bien. Par contre, vous mettez une fatalité sur le livre. Donc il faudra surveiller ça. Je pense qu'il faudra soit prévoir de jouer un soutien qui occupe un emplacement de main pour défausser le livre, soit avoir le rituel du clair de lune. Vous utilisez le livre plein de fois. Vous utilisez donc je disais, vous utilisez le livre plein de fois, il se retrouve avec plusieurs fatalités. Avant que l'intrigue avance, pour 0, vous jouez le rituel du clair de lune. Vous retirez toutes les fatalités qu'il y a sur le livre. Vous continuez, pareil, et ensuite vous pouvez rejouer le rituel du clair de lune depuis votre défausse. Tiens, là dans les notes, il y a des exemples. Soins d'urgence, perspicacité. Voilà, pour soigner plusieurs reprises. Scène de crime, pour trouver des indices sans test. Voyage astral. Attirer vers la flamme, encore des indices sans test. Donc rituel du clair de lune, je le disais. Recharge, pour recharger les sorts ou les reliques. Tempête d'esprit, l'explosion de dynamite des mystiques. En chercheur, il y a j'ai un plan. Recherche mystérieuse, croquis absurde. Décrypter la réalité, raisonnement logique, voilà, il y en a plein. Ah, et chez les survivants, il y a aussi modifier la destinée. Enfin bref, une carte géniale, faudra simplement veiller aux fatalités. Encore une fois, dans un deck Daisy Walker, elle peut l'intégrer, ça lui coûtera pas d'action, elle a accès aux cartes mystiques, donc entre les perspicacités, les sorts, elle a de quoi cibler. Ça peut être un très bon choix. Carte survivant. L'esprit guide, c'est un soutien de niveau 1 qui coûte 1, qui occupe un emplacement d'allié, qui a les traits allié et geist. Vous gagnez plus en intelligence. Les horreurs non directes doivent être assignées à l'esprit guide avant de pouvoir être assignées à votre carte investigateur. Forcez, après que l'esprit guide est vaincu par des horreurs, bannissez-le. Ça coûte pas cher. Ça peut encaisser 2 horreurs. Ça vous donne plus 1 d'intelligence. C'est très bien. Le seul truc, c'est quand vous subissez des horreurs non directes, vous pouvez pas les mettre sur votre personnage. Enfin, vous devez les mettre sur l'esprit guide avant de pouvoir les mettre sur le personnage. Donc si vous n'avez que l'esprit guide pour encaisser les horreurs, il va pas rester longtemps. Et quand il est vaincu, il est banni, ce qui veut dire qu'il va falloir le repayer. Mais ça se règle sans problème. Vous jouez à côté Peter Sylvestre. Et les horreurs, vous les mettez sur Peter Sylvestre, qui en soigne une à la fin de chaque tour. Et votre esprit guide, si tout se passe bien, il fait la partie. En plus, entre esprit guide de niveau 1 et Peter Sylvestre de niveau 2, vous avez un boost dans 3 caractéristiques sur 4. Si en plus vous jouez cacher son jeu, là vous êtes carrément à plus 2 de volonté, plus 2 d'intelligence, plus 1 de combat et plus 1 d'agilité. Plus 2 d'agilité, pardon. Oui, évidemment, si vous vous rendez compte qu'il va être vaincu, vous pouvez jouer, comment ça s'appelle, Calling in Favors, demander un service, voilà. J'ai envie d'appeler ça appeler un ami, mais oui, c'est demander un service. Vous vous rendez compte que l'esprit guide va être vaincu, vous le remontez dans votre main, vous cherchez un autre allié parmi les 9 cartes du dessus de votre deck, et vous le mettez en jeu pour 1 de moins. Donc je trouve que c'est une très bonne carte, parce que moi, les survivants, je trouve pas qu'ils soient très bons en enquête, à moins de jouer des cartes qui leur... Enfin, à moins de jouer des cartes qui soit leur permettent de trouver les indices sans test, soit leur donnent des bonus pour des échecs. Par exemple, vous faites une enquête, vous ratez votre enquête, avec
une différence de 2, vous regardez, pardon, je vais y arriver. Vous ratez avec une différence de 2 ou moins, vous jouez regardez ce que j'ai trouvé et hop, vous avez 2 indices. Ou alors, vous ratez de peu et vous jouez chanceux. Mais quand il s'agit simplement d'utiliser un journal ou une lampe torche pour trouver un indice, c'est pas garanti. Donc cette carte est la bienvenue. Dernière carte du paquet, chance ou fatalité, c'est un événement de niveau 2 qui coûte 2 ressources, chance bénie, rapide à jouer quand de la fatalité devrait être placée sur n'importe quelle carte scénario, un maximum par partie, annuler une fatalité qui vient d'être placée sur cette carte. Bannissez chance ou fatalité. Donc, il y a une fatalité qui est placée, ça vous convient pas, ça fait un avancement trop rapide de l'intrigue, vous annulez cette fatalité, éventuellement vous retirez d'autres jetons fatalité en tuant les ennemis sur lesquels ils sont placés ou je sais pas, en faisant des enquêtes, enfin en faisant ce qu'il faut pour retirer la fatalité et vous donner de la marge. Vous avez le droit d'en jouer qu'un par partie, donc il faut bien choisir son moment. Le moment où ça plus vos actions de la phase d'investigation vont retirer 2 ou 3 fatalités. Comme c'est banni, faudra repayer 2 points d'expérience pour le remettre dans le deck. Mais bon, je pense que c'est jouer au bon moment, c'est super efficace, ça fait la différence entre la victoire et la défaite. Donc très bonne carte. Faudra voir dans quel genre de deck on veut le jouer. Peut-être plutôt en multijoueur. Voilà, moi je trouve la carte très bonne, mais c'est vrai que je ne vois pas dans quel genre de deck moi je la mettrais. Et c'est tout pour ce pack. Donc on va faire un récapitulatif. Tir de sommation. Dans un deck gardien orienté tir, c'est très bien. Vous repoussez les ennemis dans un autre lieu. S'ils sont pas chasseurs, vous n'avez plus à vous en soucier. S'ils sont chasseurs, vous êtes donné un petit peu de temps. Et éventuellement, c'est particulièrement intéressant si vous jouez l'habileté au tir et le viseur télescopique pour tirer sur les ennemis à distance. Justement, viseur télescopique, moi j'aime beaucoup. Je dis pas que c'est très efficace, mais j'aime beaucoup, j'ai vraiment envie de le jouer. Par contre, ça demandera un deck extrêmement spécifique. Ça demande un deck de deuxième combattant qui essaie de ne pas être engagé. Qui va jouer par exemple la matraque de niveau 2 pour attaquer au corps à corps les ennemis engagés avec d'autres investigateurs sans prendre de risque de les blesser. Qui va jouer, un Colt 32 d'un côté pour utiliser les munitions pour faire des tirs de sommation et d'un autre côté parce que de temps en temps il aura besoin de combattre avec un ennemi qui n'est pas engagé avec quelqu'un d'autre, et une grosse arme à 2 mains, au minimum la Thompson 45 de niveau 3, voire éventuellement le fusil éclair. Le savoir, c'est le pouvoir. C'est génial, vous effectuez une action, une action rapide qui est sur un soutien, livre ou sort en jeu ou dans votre main sans que ça vous coûte rien. C'est vraiment la possibilité de faire... moi je vois surtout la possibilité de faire quelque chose sans prendre d'attaque d'opportunité. La possibilité de se dire, ça je vais peut-être en avoir besoin mais je le garde encore un petit peu. Vous savez que vous pourriez piocher un ennemi, vous voulez quand même faire un petit truc avant de jouer votre flétrissement. Donc je trouve que c'est une carte géniale. L'Atlas ésotérique, vous vous déplacez d'exactement 2 connexions, vous vous déplacez dans un lieu révélé qui a exactement 2 connexions. À part le sauf qui peut en fin de scénario, j'arrive pas bien à voir quand est-ce que ça sera très utile. Si éventuellement dans un grand groupe, vous avez plusieurs investigateurs qui vont en éclaireur. Au début, tout le monde est dans le lieu A. Ensuite, il y a un investigateur qui va dans le lieu B, qui prend un indice, mais qui en laisse un. Puis un troisième investigateur qui va dans le lieu C. Et le chercheur, pendant son tour, il va dans le lieu B, il prend le dernier indice restant, puis il utilise l'Atlas ésotérique pour aller directement dans le lieu C. Et là, il peut de nouveau trouver un indice. Alors si les lieux B et C sont connexes, il n'a pas besoin de l'Atlas ésotérique. S'ils ne sont pas connexes, il peut y aller. Donc effectivement, peut-être une sorte de chercheur d'indices itinérant, l'inverse de ma Mintifan statique que j'avais testé. Donc oui, éventuellement dans un grand groupe, un ou deux
Ouais, vous avez 2 investigateurs qui font l'exploration. Du coup, vous avez fréquemment 2 lieux révélés avec des indices dessus simultanément. Et ensuite, il vous suffit de trouver quel chemin employer pour aller de lieu en lieu, distant à chaque fois de 2. Et plus intéressant spécifiquement pour Daisy, vu que c'est un livre. Investissement, vous investissez. Une action pour le poser, ensuite chaque tour vous rajoutez un jeton dessus. Quand vous avez besoin des sous, une action, vous l'inclinez, vous le défaussez, vous récupérez vos investissements. Très intéressant dans un deck friqué. Et si vous n'avez pas besoin de l'argent immédiatement, dans des decks multijoueurs, ça peut éventuellement remplacer le loup solitaire, je dirais. Parce que loup solitaire, vous gagnez une ressource à chaque tour, ok, mais seulement si vous êtes seul dans votre lieu. Donc il y a des tours où ça ne paiera pas. Investissement, à chaque tour, vous accumulez une provision. Mais par contre, si vous attendez 5 tours, pendant 4 tours, vous n'avez rien touché. Par contre, au 5e, vous avez 5 ressources d'un coup. Enfin, 4 plutôt. Doublure, vous échappez automatiquement, éventuellement à plusieurs ennemis, enfin à 2 ennemis, éventuellement à distance. Super pour qu'un autre investigateur s'échappe. Voilà. Daisy est dans un lieu avec un ennemi puissant, dangereux. Le truand joue doublure et comme ça, il échappe à l'ennemi qui est dans le lieu de Daisy et Daisy n'a plus à s'en occuper. Des Vermis Mysteris, ça vous coûte des fatalités, mais vous pouvez jouer des événements sans perspicacité de la défausse avec une réduction de 1. C'est quand même extrêmement puissant. Il y a plein d'événements perspicacité qui font de la pioche, qui font de la découverte d'indices. La réduction, c'est bien, le seul truc, c'est gérer la fatalité. Mais bon, après tout, le livre, là, des Vermis Mysteris, il peut cibler Rituel du clair de lune, qui justement sert à retirer les fatalités. Et pareil, ça entre très bien dans un deck Daisy. Esprit guide, il vous suffit d'avoir un autre soutien pour encaisser les horreurs à sa place, vous avez un bonus de plus en intelligence pour pas cher. Moi, je trouve ça génial. Ça demande seulement d'avoir un autre soutien qui encaisse l'horreur. Tant qu'à faire, Peter Sylvestre. Bon voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous a intéressé. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à la prochaine. Au revoir.